Bonjour, on va démarrer la conférence. On est 3/4 d'heure ensemble, jusqu'à 10h15. J'espère que vous m'entendez bien déjà. Ok, c'est parfait. Je vais commencer par me présenter et puis après on va pouvoir enchaîner. Donc enchanté, moi je m'appelle Jérôme, je travaille chez Cogedis, expertise comptable. Je suis responsable conseil au sein du cabinet. Alors responsable conseil, qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'accompagne régulièrement des créateurs, des personnes qui vont créer à partir d'une reprise de société ou d'activité, ou des personnes qui seront en phase de développement. Donc développement en créant de nouvelles sociétés ou en créant une nouvelle activité. Voilà. Mon parcours, donc j'ai travaillé au Crédit Mutuel Arkea pendant plus de 10 ans où j'étais chargé de clientèle entreprise. J'ai eu des missions différentes sur différents accompagnements d'activités, notamment tout ce qui était flux. Donc les flux, c'est les mouvements qui vont vers un compte ou qui partent d'un compte. C'est tout ce travail-là sur la trésorerie notamment. Et j'ai travaillé également sur l'accompagnement des sociétés innovantes et des startups, puisque c'est un phénomène qui est assez récurrent et qui est très présent sur notamment le bassin rennais, donc à Cesson-Sévigné notamment. Donc ensuite, je suis arrivé chez Cogedis, donc j'y suis depuis à peu près 3 ans, où j'accompagne, comme je vous le disais, les créateurs et les repreneurs. Donc l'intitulé de cette conférence, c'est Piloter votre activité, les outils et indicateurs de performance. Donc c'est très vaste, très complet, c'est quelque chose de très riche, vous allez le voir. Ce que j'aimerais bien avant qu'on commence, c'est vous poser une question, c'est savoir quel est le public aujourd'hui. Est-ce que j'ai des étudiants, des gens qui sont porteurs de projets? Alors, il y a des étudiants ici, si vous voulez bien lever la main. Ouais, ok. Ah, il y a un bon public d'étudiants. Vous êtes là juste dans le cadre de vos études? C'est parce que vous avez un projet peut-être de création derrière ou c'est de la curiosité? Curiosité? Ouais, les deux? Ok. Curiosité et projet peut-être plus tard? Ok, d'accord. Donc les autres, vous avez soit peut-être déjà créé ou un projet de création? Ouais? Ok, d'accord. Et dans le cadre de ce projet de création, quel type d'activité? Est-ce qu'on va être dans du service peut-être, du commerce, de l'artisanat? Service? Quel type de service? Formation? Ok, d'accord. Donc ça c'est très intéressant. Quoi d'autre? Artisanat, commerce peut-être? Commerce? Quel type de commerce? Vente pour dépôt-vente pour enfants. Ok, d'accord. Quoi d'autre? Pardon? BTP? Ok, d'accord. Et encore? Monsieur? Pâtisserie? Ok. Très bien. C'est bien parce qu'on a un panel aujourd'hui très différent de typologie d'activité. C'est important parce que vous allez le voir sur cette partie outils et indicateurs de performance, il y a vraiment des choses qui peuvent être différentes. Donc on va démarrer. Il faut vraiment que ce soit un échange entre nous aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment avoir de l'interaction et puis que si vous avez peut-être des cas concrets ou des questions très précises, il ne faut pas hésiter à les poser et à m'interrompre en levant la main. D'accord ? Alors, moi j'ai démarré par ces 3 questions. Alors encore une fois, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est par rapport à mon historique, mon point de vue, ce que je pense de ces indicateurs. Donc il y a un parti pris à un moment donné. Après, vous verrez plein de choses. Vous allez voir, j'ai rien inventé. Il y a des choses que vous trouverez sur Internet. Mais c'est un petit peu comme Doctissimo. Attention, quand vous trouvez des informations, il faut faire attention comment on les traite. Donc ça, c'est très important parce que vous allez trouver tout et son contraire sur Internet, notamment. Vous avez plein de gens ici pour vous accompagner. Donc c'est important que vous puissiez vous faire de votre propre idée, mais qu'on puisse quand même vous donner quelques orientations. Alors quand je dis comment, quoi et quand, comment c'est quelle méthode on peut avoir pour trouver des indicateurs de performance et quels outils. Quoi, c'est qu'est-ce qu'est un indicateur de performance? Je pense que vous en connaissez, mais je vais peut-être vous en apporter d'autres. Et quand, c'est quand on est chef d'entreprise, est-ce qu'on a le temps de le faire? C'est surtout ça. Parce qu'il y a des activités, là on a vu qu'il y avait des activités de service, des activités dans le monde de l'artisanat, du commerce. Quand on est chef d'entreprise, concrètement on n'est plus à 35 heures. Donc quel temps on peut avoir ou quelle personne dans son entreprise on peut avoir plus tard, parce que là on parle donc je m'adresse à des porteurs de projets, si j'ai bien compris, il n'y a pas de gens en création qui ont déjà créé, qui créent de nouvelles activités aujourd'hui. Il faut déjà avoir le temps de créer. Donc une fois qu'on a créé, c'est quel temps je peux accorder à ces indicateurs, et il ne faut pas que ces indicateurs soient de faux indicateurs. Alors ça, je voulais vraiment vous le présenter parce que je trouve que cette image, elle a tout son sens. C'est qu'on peut sortir plein d'informations,
Maintenant, qu'est-ce que ça représente ? Quelle capacité on a à traiter des histogrammes, des organigrammes, des statistiques, des courbes, voilà. C'est quels outils on a et qu'est-ce qu'on en fait. C'est très important parce que nous, on a l'habitude de travailler à partir de données chiffrées, mais vous allez travailler d'abord face à votre clientèle. Cette clientèle-là, c'est celle qui va vous générer ce chiffre d'affaires. Mais ce chiffre d'affaires, derrière, vous allez le traduire peut-être de différentes manières. Donc si vous pensez que des tableurs comme ça, des super outils, parce qu'on en trouve plein, vont vous aider, ça peut être le cas, mais il faut vraiment que ce soit simple et que vous ayez le temps de les traiter. Ça, c'est très important. Donc je voulais vraiment vous présenter cette image, parce que on voit de temps en temps des gens qui vont se munir d'outils, de choses pour faire de l'analyse, mais soit qu'on n'a pas le temps de les traiter ensuite, parce que l'activité commence à augmenter, ce qui est très bien, ou alors qui se trompent parce qu'ils vont mal analyser les données. Les KPI Kesako. Si je vous parle de KPI, ça vous parle ? Ouais, j'ai entendu oui. Voilà, un anglicisme, Key Performance Indicators. Donc les indicateurs clés de la performance. Hein. Donc le terme important là-dedans, c'est qui, les clés. Ça veut dire qu'on va prendre certains indicateurs. Donc vous allez le constater, hein, je pense que vous êtes déjà tous allés un petit peu sur Internet voir comment on pouvait analyser son activité, quel terme ressortait. Ce terme-là ressort souvent, c'est un anglicisme. Alors on peut se poser la question de savoir s'il est adapté à notre marché français, francophone. Oui, il l'est. Maintenant, vous allez trouver du coup plein d'études économiques qui vont peut-être vous donner quelques indicateurs elles aussi, mais qui seront peut-être pas des indicateurs qui vont vous parler. Donc attention à pas aller chercher des grandes théories pour vous accompagner, vous, à travers des partenaires que vous allez trouver ou vous-même avec peut-être des théories, des choses comme ça. Alors, quand on parle des KPI, il y a quelque chose qui est, je dirais, intéressant, c'est cette méthode. Alors, on entend parler de smart, smarter. Faut prendre le mot smart dans le terme intelligent. Donc, vous voyez, donc ça vient encore d'un anglicisme. Hein, vous voyez, alors vous m'excuserez pour l'accent, hein, mais specific, measurable, achievable, relevant and timely. Donc, spécifique, il faut le comprendre comme être précis. Donc, pour être précis, il ne faut pas aller chercher 36 000 indicateurs. Et il faut être capable de pouvoir les traiter. Measurable, mesurable. C'est-à-dire qu'est-ce que j'observe et comment je l'interprète. Alors le A d'achievable, atteignable, il est aussi très important. Parce que quand je suis à cette étape-là, qu'est-ce que je dois analyser ? Atteignable, c'est par exemple le chiffre d'affaires. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà travaillé sur des prévisionnels ou des business plans. Comment vous êtes fixé votre chiffre d'affaires à atteindre ? Petite question. Donc ce qu'on a besoin pour vivre, donc ta rémunération, les charges à payer, ok. Donc là, ça veut dire qu'on est sur une approche d'un point mort ou d'un seuil de rentabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai besoin au minimum d'atteindre pour pouvoir payer toutes mes charges, me rémunérer, et donc quel est ce fameux montant de chiffre d'affaires différent suivant vos activités à atteindre. Atteignable, il y a une autre variable, c'est que parfois on se dit voilà, si j'ai fait tant de chiffre d'affaires, je vais pouvoir payer mon loyer, je vais pouvoir payer mes salariés, je vais pouvoir me rémunérer. Ok. Mais est-ce que ce chiffre d'affaires, il est atteignable en étant ouvert 5, 6 jours sur 7 avec une personne ? Nous, ce qu'on travaille souvent, et ce qu'on essaye de faire comprendre, parce que moi, quand je fais des prévisionnels, souvent, j'aime bien les faire avec le porteur de projet. Déjà pour qu'il le comprenne, et pour que lui me fournisse les informations. C'est pour ça que je voulais que ce soit un échange aujourd'hui, parce que ce qui est important, c'est pas que quand vous allez à la banque, vous donniez votre prévisionnel, et que la banque vous dise merci, par contre, le chiffre d'affaires, comment vous l'avez composé ? Et là, il y a le fameux... je sais pas, c'est le comptable qui me l'a fait. Mais ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est que vous sachiez ce que vous êtes en capacité de faire. Je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné une personne dernièrement qui a un métier un peu spécifique, travaille dans l'hydraulique. Il fabrique des vérins.
il sait que c'est un métier dans lequel on vend très cher la prestation et le vérin, c'est-à-dire le matériel, ce qu'on produit. Et ben lui, il a su me dire, il me dit, si je fais 2 interventions par jour, sur 4 jours, je vais très bien gagner ma vie. Donc il sait déjà, même en étant un peu moins cher que la concurrence pour se lancer, qu'il a une marge de progression. Il sait que lui, techniquement, il peut faire 4 interventions par jour, donc il est déjà plutôt bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas déjà en train de se mettre la pression à devoir bosser pour rembourser un loyer, pour pouvoir vivre de son activité. Donc ça, c'est important. Surtout, qu'est-ce qui est atteignable ? Vous pourrez voir, et j'imagine que vous avez déjà pu avoir le cas, peut-être si certains ont fait des prévisionnels, un chiffre d'affaires la première année, admettons 150 000 euros. Deuxième année, 300 000. Merveilleux, j'ai doublé. Troisième année, 600 000. Alors on a fait x2, x2. Comment on l'explique ? Est-ce que c'est atteignable ? Logiquement, cette deuxième et cette troisième année, si je suis arrivé à ce chiffre d'affaires, c'est que j'ai de nouvelles ressources dans l'entreprise. Donc très certainement des salariés. Je ne sais pas si vous le suivez, si vous êtes d'accord, mais pour pouvoir développer son activité, à un moment donné, on dort tous, on démarre tous à un certain horaire et on termine tous à une certaine heure. Et le midi, on prend une pause. Je vais vous donner un autre exemple. On va prendre l'exemple d'une fleuriste, parce que j'ai un cas concret avec qui j'ai travaillé l'année dernière. Si je vous dis qu'une fleuriste, elle fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, combien de chiffre d'affaires, à votre avis, elle va faire dans l'année ? C'est une question basique, très simple. À votre avis, si je vous interroge, vous, madame, 10 000 euros par mois ? Exactement. Merci. Donc c'est-à-dire qu'on va se dire que tiens, si je décompose ou si je dois créer mon chiffre d'affaires, et donc cette fameuse ce fameux critère d'atteignabilité, si je dois faire 10 000 euros par mois, concrètement x 12, ça fait 120 000 à l'année. Mais vous êtes comme un salarié, vous avez le droit de prendre des congés et il faut en prendre. On voit trop souvent des porteurs de projets qui disent non mais moi la première année je vais bosser, je m'arrêterai pas. 7 jours sur 7, 12 mois dans l'année. Non, c'est pas possible. Donc voilà, on va plutôt être à 110 000 euros qu'à 120 000. Parce qu'on va, nous, volontairement, les cabinets comptables, retrancher 1 mois d'activité. Donc ça veut dire que si elle est à 110 000, va falloir qu'on en reporte un petit peu chaque mois, augmenter et travailler avec elle des choses pertinentes. Donc là, on arrive à la lettre qui est après, et adapter sur des journées, par exemple, où il y a des pics d'activité. Je prends l'exemple de monsieur qui est en pâtisserie. On ne travaille pas, par exemple, le mardi au samedi, voire au dimanche, quand on est ouvert le dimanche, avec les mêmes niveaux d'activité. Les journées creuses dans le commerce, elles sont connues, c'est le jeudi. Le dimanche, c'est un deuxième samedi. Donc il faut absolument qu'on se dise que si j'ai un certain nombre de clients à atteindre sur une semaine, on puisse accepter de les répartir et de pas se faire peur parce que on est une journée, on s'était dit qu'il fallait faire 30 clients et on en a fait que 20. Donc il faut se rassurer par rapport à ça. Il faut observer et quand on compose son prévisionnel bien avant d'avoir démarré, se dire qu'il y a des saisonnalités, des périodes creuses, c'est important. Et tout ça générera des indicateurs ensuite. Il ne faut pas juste lisser tout le fruit de votre travail. Parce que sinon, c'est une analyse qui est un petit peu tronquée. Donc, oui ? Oui. Alors, ouais. Bah oui, tout à fait. Parce que quel produit, par exemple ? Ouais. Centre de ressources, de bien-être, de... Oui. D'accord. Ouais. Ok. Donc vous allez leur proposer à ces formateurs un lieu où ils peuvent se réunir, avoir une valeur ajoutée parce qu'ils sont ensemble, peut-être donc sur des métiers de formation différents. Donc vous allez leur apporter une prestation de service, de local. Donc vous leur louez un espace ? Alors,
C'est une très bonne question parce que du coup on arrive dans la composition du chiffre d'affaires et on pourrait même aller faire un parallèle avec monsieur qui va être en pâtisserie. Quand on travaille, alors je parle du prévisionnel, mais comme je suis face à des créateurs, c'est bien aussi de faire ce parallèle entre activité quand on est lancé et prévisionnel au départ. Parce que parfois, il faut savoir s'adapter aussi. Donc ça arrive juste après la pertinence, mais si vous proposez un espace de service, et je peux même, donc, quand je vous le disais, faire un parallèle avec monsieur, vous avez différentes offres. Monsieur, par exemple, il est dans la pâtisserie, il va faire de la boulangerie, de la viennoiserie, de la pâtisserie. Je me trompe pas? Voilà. Pas viennoiserie, pas de pain. Mais par contre, vous allez avoir des marges différentes suivant ce que vous allez proposer. Vous, c'est la même chose. Donc, quand on présente un prévisionnel, on va travailler avec différents chiffres d'affaires, soit en production, soit en service, soit en vente, parce qu'on est revendeur. Donc, quand vous proposez quelque chose, vous allez proposer peut-être plusieurs choses. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous allez pouvoir proposer peut-être un espace, je dirais entre guillemets de coworking. Vous allez louer à la journée, louer à la semaine, louer au mois. Vous allez peut-être proposer un accès ou à des salles de conférence, salles d'animation, où ils vont pouvoir louer ou sous-louer et facturer peut-être à une dizaine de personnes qui vont avoir en formation. Vous allez peut-être leur vendre un espace peut-être restauration avec ça peut être des petits déjeuners, ça peut être un coffee shop. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Soit l'avoir en sous-traitance. Donc dans la composition de votre chiffre d'affaires, on va avoir plusieurs lignes. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste nous présenter quelque chose avec CA. Vous voyez, ces deux fameuses lettres, chiffre d'affaires. Et c'est pareil pour vous. Moi, quand je fais un prévisionnel pour une boulangerie ou une pâtisserie, je mets pas pâtisserie avec un chiffre d'affaires. C'est important de détailler parce que les marges sont pas les mêmes. Monsieur, alors c'est important aussi que vous me l'ayez dit parce que souvent on a l'imagination de la boulangerie-pâtisserie. Les marges sont pas les mêmes sur le pain et sur la viennoiserie et sur la pâtisserie. En plus, il y a des pâtissiers qui sont sur des pâtisseries en commande pour des mariages, des salons, des choses comme ça, et des pâtisseries qui vont plus travailler avec un client qui rentre dans le commerce. Donc l'approche, elle doit être faite aussi à ce niveau-là et elle doit être présentée à vos partenaires bancaires. Là, je parle vraiment de partenaires. C'est important parce que les banques doivent bien comprendre aussi votre activité. Donc si vous n'avez pas assimilé ça de manière très simple et avoir un parti pris, c'est de se dire, moi, je bosserai par exemple 6 jours sur 7 que en mode traiteur et pas avec un commerce ouvert. C'est quelque chose qu'il faut assumer et mettre en avant et dire pourquoi je suis capable de vous dire aujourd'hui que je vais produire, par exemple sur ces 2 journées-là, de la pâtisserie à la commande, voire même avec un site internet, je l'ai déjà vu. J'ai vu une cliente qui fait ça. Ça marche très bien, mais elle a pas d'atelier avec un laboratoire et ouvert pignon sur rue. Voilà, elle est plutôt chef à domicile par contre. Elle va faire des goûters d'anniversaire et ça marche très bien. Donc c'est une activité un peu atypique mais qu'elle a réussi à mettre en avant aujourd'hui, qui se développe plutôt bien. Mais par contre, si on n'avait pas discuté avec elle de quelle est votre clientèle, combien de jours vous allez travailler, quel est votre temps de démarchage aussi, parce que quand on est dans ce milieu-là, du coup, on n'est pas sur une pâtisserie physique où on ouvre la porte et les clients passent le pas de porte. Il y a un besoin d'un temps de démarchage. Il faut aller trouver des partenaires. Donc, ce temps de démarchage vous empêche aussi de produire pendant ce moment-là. Par contre, va vous amener peut-être des apporteurs d'affaires. Donc, tout ça, c'est pas forcément quantifiable, mais il faut le prendre en compte. C'est très important. Et donc s'adapter dans sa journée de travail. Et donc timely, c'est vraiment définir son temps sur les tâches. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est très important. Alors, je vous ai volontairement mis plein de données à l'écran parce que je trouve que quand on a trop de données, ça tue l'information. Et si vous êtes créateur aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont pas du tout vous parler. Si je prends au milieu les KPI organisationnels, si on parle de turnover, de taux de maintien, pré-période d'essai, taux d'absentéisme, taux d'accident de travail, là déjà c'est hyper négatif. Et en plus, vous allez peut-être démarrer tout seul dans vos activités. Donc les KPI, monsieur connaissait, c'est très bien, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Mais si vous focalisez trop sur des indicateurs qui vous correspondent pas, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Les KPI commerciaux, quand on est un commerce, déjà connaître son panier moyen, c'est très bien. Donc le panier moyen, c'est une vente moyenne par client. Si par exemple j'ai 30 personnes qui passent le pas de porte de mon commerce chaque jour, quel est mon panier moyen? Est-ce qu'il est conforme à la norme? Si on prend par exemple un commerce je ne sais pas, par exemple un restaurant, dans la restauration on peut avoir des paniers moyens complètement différents. On peut avoir des gens qui sont en pizzeria, en crêperie, en restauration traditionnelle. Leur panier moyen va pas être du tout le même. Si vous êtes en galerie,
si vous êtes sous franchise, si vous êtes un indépendant, si vous faites du volume, si vous faites de la qualité, votre panier moyen sera jamais le même. Par contre, votre panier moyen, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, avec notamment le chiffre d'affaires. Là où il est important, c'est que si vous faites 30 clients par jour avec un panier moyen à 30 euros, on attend nos 900 euros. Vous êtes d'accord? Donc ce chiffre d'affaires de 900 euros, c'est bien une moyenne chaque jour qui va composer votre chiffre d'affaires annuel. Donc c'est important que vous puissiez savoir si vous êtes bien conforme à ce que vous étiez fixé à travers votre prévisionnel, mais qu'aussi, parce que là je me projette par exemple à 1 an d'exercice, si au bout d'un an, quand j'ai vu mon comptable, je suis conforme à ce que j'avais fait comme prédiction. Et si je ne le suis pas, mais que j'ai gagné de l'argent, peut-être que j'ai levé d'autres curseurs qui sont intéressants. Et donc là, il faut aller creuser. Donc là, on arrive sur, par exemple, ma marge, qui n'est pas mentionnée ici, mais la marge, vous verrez que c'est quelque chose de très important. Et si, par exemple, je m'attarde sur le projet de madame, si vous êtes dans du service, par exemple, la marge, elle est de 100%. Donc c'est pas compliqué, il n'y a pas d'achat de matières premières, on a une marge parce qu'on fait une prestation de service qui est de 100%. Donc il faut que mon chiffre d'affaires puisse payer l'ensemble de mes charges derrière, me payer moi et payer mes salariés pour arriver à un résultat. C'est comme ça, tout simplement, qu'on travaille et que moi je le présente auprès de mes clients en termes de, quand on parle de bilan, en fait, souvent ce qu'on veut aborder, c'est le compte de résultat. Et compte de résultat, c'est quoi? Chiffre d'affaires, moins achat de matières premières, ça me donne une marge. J'ai mes dépenses en dessous et ensuite j'ai un résultat qui doit être positif ou négatif. Voilà. En fait, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais si on vous commence à vous le présenter avec des ratios, avec des comparaisons, des chiffres de la profession, on vous perd. Et si vous-même vous allez chercher des informations je vous dis souvent sur Internet, où il y a même l'URB-CGA, vous pouvez trouver sur Internet, qui est le rassemblement de l'ensemble des cabinets d'expertise comptable qui sont sur la région Bretagne. Vous allez avoir plein d'infos, mais qu'est-ce que vous en faites derrière? C'est surtout ça. Donc ça, c'est important que vous le regardiez, mais il n'y a que quelques notions pour vous qui seront importantes. Il y a une autre notion qui est importante pour moi dans les KPI financiers, c'est le BFR. Besoin en fonds de roulement. On pourrait aborder ça sous un autre nom, la trésorerie. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de saisonnalité, j'ai parlé de... il y a des journées plus light dans une semaine et des journées de forte activité. On va le voir après, mais cette notion de trésorerie, elle est importante parce que je vais vous donner un exemple pour l'illustrer. Moi, j'ai suivi une auto-école. En compte, quand on regardait les comptes bancaires, tout était top. On avait plus de 200 000 euros de trésorerie. Donc là, on se dit, c'est génial, ça cartonne. Mais quand on regardait le bilan, il n'était pas bon. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, je vais vous le dire, j'ai pris un exemple bien précis, mais une auto-école, elle encaisse d'abord des frais de dossier. Elle encaisse ensuite des acomptes. Pourquoi? Parce qu'il y a le fameux permis 1 euro. Donc avant même d'avoir commencé, elle a encaissé de la trésorerie sans avoir même démarré ses prestations. Donc son compte bancaire, elle encaisse alors qu'elle n'a rien payé. Elle n'a pas payé son essence, elle n'a même pas payé ses salariés. Donc il faut faire attention à cette fameuse notion bancaire et notion comptable, où là on va avoir des images qui ne sont pas les mêmes. Donc vous voyez, dans les chiffres, on peut traduire plein de choses, et donc c'est important de connaître son cycle de trésorerie. Parce que le BFR, il est composé par quoi? Par votre délai client et votre délai fournisseur. Donc vous allez avoir, pour ceux qui sont sur des activités, par exemple, je reprends monsieur, parce que c'est un exemple très concret, mais la pâtisserie, vous allez payer vos fournisseurs à 30 jours. Par contre, les gens, si vous êtes sur un commerce de proximité, ils passent le pas de la porte le premier jour. Donc vous encaissez jour J et vous décaissez jour 30. Donc normalement, votre BFR, il doit être négatif. Pourquoi? Parce que c'est le besoin. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher de la trésorerie, vous l'avez déjà. Donc vous voyez, si je vous avais dit que le BFR devait être positif, vous auriez dit c'est super, non. Parce que BFR positif, ça signifie que vous allez chercher du besoin en fonds de roulement. Donc attention au traitement de l'information. Ça, c'est très important. L'augmentation du chiffre d'affaires. Alors, il y a une chose, je vais vous donner un conseil qui peut être dangereuse, c'est que souvent, quand on se dit, de toute façon, je vais avoir mon bilan, faut savoir que si vous faites, par exemple, une immatriculation au 1er janvier et une clôture au 31 décembre, votre bilan, vous ne l'avez pas tout de suite, parce qu'il faut continuer de fournir des éléments à votre comptable pour qu'il vous les sorte à peu près sous 3 mois. C'est à peu près la moyenne. Donc, ça veut dire qu'entre le 1er janvier
Et le 31 mars, il s'est écoulé 15 mois, où là on commence à regarder la photographie de ce qui s'est passé. Parfois c'est un peu tard. Donc des indicateurs, vous pouvez en avoir et vous pouvez en sortir sur toute cette longueur-là. Donc vous, faut pas hésiter peut-être pas à vous comparer, mais à observer l'image de votre activité d'un mois à l'autre. Pas en se disant j'étais moins bon ce mois-ci, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai moins d'activité, peut-être parce que moi j'ai une saisonnalité. Si vous prenez un commerce, un restaurant à Saint-Malo, ça démarre en avril, ça explose juin, juillet, août, ça retombe en septembre, puis octobre. Ensuite, gros trou d'air, et puis ça repart un peu sur les fêtes de fin d'année. Mais donc ça s'explique. Vous prenez un caviste, c'est pareil. Donc lui, il va plutôt falloir qu'il compare entre tout ce qui se passe entre octobre, novembre, décembre par rapport à l'année N-1. Donc, mais ça, c'est quand on est en activité. Quand on démarre, il faut pas aller chercher trop d'indicateurs pour se perdre. Par contre, juste comparer son chiffre d'affaires d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, pardon, et ses dépenses, ça peut déjà être de bons indicateurs pour vous. D'accord ? Alors, donc là, je vous ai parlé d'indicateurs. Les outils. Alors, les outils, souvent, on a cette image, peut-être d'outils qu'on va trouver en ligne, qui vont nous aider à analyser et faire notre performance économique ou financière. Faut savoir que c'est pas forcément le cas. Moi, j'ai peu de chefs d'entreprise que j'accompagne qui sont équipés d'outils très pointus. Il y en a, mais il faut aussi avoir le staff en interne qui puisse les traiter, les analyser. Donc là, on arrive souvent sur des sociétés quand il y a vraiment des outils pointus d'analyse où on a un DAF, un directeur financier, qui lui a en interne cette capacité à les analyser, voire un comptable en interne. Parce que, alors déjà, faut le payer. Il y a des outils très bien, mais ça a un coût. Et c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Et tous les outils qu'on peut avoir à remplir, est-ce que réellement, quand je les ai remplis, j'ai bien rempli l'outil? Parce que c'est ça aussi. Donc il y a des choses, là je vous ai mis vraiment des choses très basiques qui moi me semblent importantes. Sur le premier, le tableur Excel, je vais vous donner un exemple. Là actuellement je suis une crèche depuis le début de l'année. La crèche, alors l'activité de micro-crèche, donc c'est quelque chose qui explose aujourd'hui, notamment sur le bassin rennais. Il y a des points d'activité qui sont très facile à observer. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous avez une capacité d'accueil qui est limitée. C'est la PMI qui vous le fixe. Donc, en général, c'est 12 enfants. 12 enfants, on sait que si on vend la prestation temps pour un enfant qui est là à temps plein, ça fait un certain montant de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que sur 12 mois d'activité, je connais mon chiffre d'affaires. Je sais aussi que je dois avoir obligatoirement un fournisseur faut avoir un contrat avec un fournisseur pour la partie restauration, c'est obligatoire, et sur tout ce qui est lingettes, couches et autres. Donc on sait déjà en termes d'achat ou des besoins que j'ai par rapport aux enfants combien ça me coûte, puisque je sais que j'ai 12 enfants à temps plein. Donc on peut déjà évaluer assez simplement. On sait aussi quelles sont les charges. Les charges principales, c'est le loyer, l'eau, l'électricité, peut-être le gaz pour le chauffage, et Internet, la box. La banque aussi avec son coût de fonctionnement de compte. Donc on a déjà établi des charges qui vont pas bouger, qui vont être fixes. Ensuite, on va avoir les charges de personnel. C'est pareil, si j'ai 12 enfants, je dois avoir un certain nombre de personnes. En général 4, une référente technique et 3 salariés. Avec un diplôme de petite enfance ou pas, parce que la loi est un petit peu évoluée depuis. Donc on connaît les seuils de revenus mensuels bruts de ces personnes-là. Donc ça permet d'établir, nous, un prévisionnel assez facilement, mais ça vous permet à vous, par exemple, de se dire, je sais quel va être mon résultat, quelle va être ma rentabilité, et de vous faire tout simplement un petit tableur Excel en vous disant, chaque mois je dois faire tant de chiffre d'affaires, voilà quelles sont mes charges et le delta. Elle, pour prendre cet exemple-là, elle a eu un taux de remplissage qui s'est fait progressivement. Donc au début, elle avait, en faisant un petit tableau Excel, un delta négatif au niveau de sa trésorerie, puis qui est devenu positif parce que le taux de remplissage a fait que son chiffre d'affaires a augmenté tout simplement, mécaniquement. Mais par contre, les charges sont restées fixes. Parce que même si elle a que 8 enfants, le loyer est le même. Vous voyez ? Donc dans l'approche, un tableau Excel, parfois, ça suffit, assez basique. Les logiciels de caisse, très important pour les commerçants. Alors moi, je prends plutôt le parti de vous dire de les louer. Pour une raison très simple, c'est que ça évolue avec le temps et la réglementation. Et que vous avez aussi quand même pas mal de services qui sont liés à des locations de matériel sur des logiciels qui sont adaptés à des activités. Donc il y a vraiment, alors j'ai pas forcément de nom à vous donner là, même si c'est peut-être ce que vous attendez, mais
Là, vous allez trouver plein d'outils qui existent. Il y en a qui existent que pour les fleuristes, que pour les coiffeurs, que pour les boulangers. Donc souvent dans le commerce, on a des outils de caisse très spécifiques adaptés à des activités. Mais c'est bien parce que ça permet d'avoir, par exemple, mon panier moyen par rapport à ce qui se fait, même faut voir géographiquement, d'avoir donc son panier moyen de la journée, d'avoir le nombre de ventes par ticket, le nombre de clients dans la journée, voilà. Donc ça, c'est des choses basiques, mais qui peut vous permettre sur des périodes, alors si on a un commerce, ça peut être des périodes de solde, ça peut être des périodes de forte affluence, de s'auto-évaluer, je ne vais pas dire critiquer, mais de s'observer. Voilà. Et ça, en général, c'est déjà de très bons indicateurs. Outils de devis et de facturation. Alors il en existe plein, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont spécifiques à des activités. Alors faut savoir que là de toute façon vous y couperez pas parce que pour tous ceux qui vont vendre des prestations avec un devis, la réglementation évolue et aujourd'hui faire un devis sur Excel, sur Word, normalement on peut plus parce qu'un numéro de facture il est figé. Vous ne devez pas pouvoir le modifier, vous n'avez pas le droit. Enfin, vous n'aurez plus le droit. Donc prenez le pli déjà de vous munir d'outils qui vous permettent de faire des devis. Pourquoi je l'ai mis dans les outils? Parce que les devis, ça vous permet aussi de comptabiliser ce que vous faites, d'avoir certains rapports d'activité. Il y a plein d'outils qui le font, même gratuits, et puis qui vous permettent aussi de faire de la relance client. Et en plus c'est carré, on peut y inclure ses logos. Enfin voilà. C'est vraiment quelque chose de basique, mais il en existe quelques-uns sur le marché qui sont plutôt pas mal. Si après vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous le donner en off. L'agenda, bah ouais, parce que l'agenda on n'y pense pas, mais quand on a des baisses d'activité dans son agenda, on le voit. Prenez un outil très sympa, l'agenda Google, il est super bien fait. Hein. L'agenda Google, vous savez tout de suite sur une semaine, une journée, un mois, une année, s'il y a des périodes creuses. Donc, faut pas hésiter à retourner en arrière, voir ce qui s'est passé. Tiens, j'ai moins d'activité ce mois-ci. Ben, mais peut-être que l'année dernière au même moment, c'était pareil. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai moins d'activité? Je vous prends monsieur comme exemple, mais c'est très parlant. Mais si on est dans la pâtisserie, il y a forcément des périodes de forte affluence. Sur des périodes spécifiques, je prends la fameuse l'épiphanie, la galette des rois, bon bah là on sait qu'il y a des commandes. Donc il y a beaucoup d'achats de matières premières, beaucoup de ventes, et puis derrière le mois qui suit, enfin le mois de février, il n'y en a plus. Donc ça retombe. C'est normal. Faut pas en avoir peur de ça. Hein. Les cycles de trésorerie, ça revient. Les tableaux de bord et les suivis intermédiaires, alors ça c'est plus effectivement les cabinets comptables qui vous les font. Faut pas hésiter quand vous allez être en échange dans votre projet de création ou même quand vous êtes déjà en activité et suivi à demander ces outils-là. Alors forcément ça a un coût, je peux pas vous le cacher. Par contre ça vous permet par exemple au trimestre ou au moins au semestre ou à un moment donné charnière dans votre activité d'avoir votre chiffre d'affaires, votre marge et le fameux EBE. Le BE étant l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire vos bénéfices. Mais ça peut vous permettre à un point clé de vous dire où est-ce que j'en suis et de corriger derrière. Parce que s'il faut augmenter votre marge, parce que vous avez acheté vos matières premières plus chères, si on prend, j'en sais rien, dans le BTP, il y a un monsieur qui va aller dans le BTP, mais peut-être qu'il y a des choses à un moment donné qui coûtent plus cher à certains moments de l'année. Il faut peut-être pouvoir stocker, demander un concours on va dire un découvert à sa banque pour aller chercher du matériel pour pouvoir stocker parce qu'il va être moins cher à ce moment-là et donc pouvoir produire derrière en ayant anticipé les fluctuations de cours de marchandises. Et donc là les outils de pilotage, alors là il y en a plein, moi j'ai pas forcément de conseils à vous donner sur des outils puisqu'il y a tellement d'activités différentes. Voilà, c'est de se dire est-ce que j'ai le temps de les gérer, est-ce que j'ai la capacité à l'utiliser ou est-ce que je dois avoir une personne qui va l'utiliser pour moi. Ça je saurais pas vous dire. Il en existe maintenant, moi très sincèrement j'en vois très peu. Les gens que j'accompagne, ils ont même qui étaient déjà en place avant ou qui sont arrivés chez nous il y a quelques années mais qui étaient en activité peut-être depuis 10 ans, je vois rarement des outils de pilotage. Peut-être à tort, j'en sais rien, mais c'est des choses tellement complexes qui nécessitent une telle analyse qu'on n'en voit pas énormément. Les indicateurs, donc on en a parlé tout à l'heure, forcément, il y a le chiffre d'affaires, la marge, le panier moyen et le nombre de clients jour. Moi, ça, c'est des choses qui me paraissent basiques. C'est vraiment des choses sur lesquelles, si vous aviez à travailler quand vous êtes dans un commerce, notamment, qui sont parlants. Si je reprends même l'exemple de madame qui va avoir par exemple un EXAS, un espace centre de formation un peu coworking, vous savez, vous pouvez vous dire que si vous avez tant de fréquentation de personnes à louer sur un mois et moins le mois d'après, vous pouvez le comparer, et d'une année à l'autre aussi. Si vous avez de nouvelles prestations, peut-être là les rajouter, créer des offres packagées,
Et donc là, retravailler dessus avec quelle marge? Parfois, on voit notamment quand on a des augmentations de chiffre d'affaires, la marge qui baisse un peu, mais c'est naturel. Il y a une petite négo avec votre client, bah oui, je t'en prends plus, par contre, quel prix tu me fais? C'est naturel. Les outils de fréquentation, alors là on en parle beaucoup dans les commerces, mais sur les agendas, ce que je vous disais tout à l'heure, un agenda c'est un très bon point de contrôle de son activité. Et vous le voyez souvent, si vous allez dans les centres commerciaux, vous voyez les gens qui passent sous les portiques, vous savez, les salariés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas fausser les données d'analyse du nombre de personnes qui sont rentrées dans le magasin, mais parce que ça c'est très observé. Tiens, quel a été le panier moyen, quel a été le nombre de ventes additionnelles aujourd'hui? Tiens, on a eu beaucoup de gens à passer dans le magasin, à passer le portique. Par contre, on a moins vendu qu'hier, mais il y a eu plus de monde. Comment ça s'explique? Alors, les indicateurs de trésorerie, compte bancaire, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, notamment de BFR. Si on prend des activités ou notamment dans le bâtiment, pour monsieur, souvent on fait un devis, on prend un acompte, 30, 40%, on va commencer à acheter sa matière première et on va produire plus tard. Ça, c'est important parce que parfois on se dit mon bilan il est bon et on comprend pas, on va voir le banquier et le banquier dit ouais mais votre compte il est à moins 15 000. Rassurez-vous, moins 15 000 euros sur certaines activités c'est tout à fait normal. Hein. Mais parfois on se dit bah ouais mais qu'est-ce que je fais de pas bien? Qu'est-ce que je fais de pas bien? C'est peut-être juste une anticipation. Alors soit j'ai pas pris assez d'acompte, soit je suis pas allé chercher aussi auprès de mes clients le fait d'être payé. Comment j'automatise le paiement? Ou alors, est-ce que si je vais sur un chantier le matin, zut, j'ai oublié d'aller me faire payer, je pars à Combourg chercher mon chèque, j'ai un de mes collaborateurs qui m'appelle, faut aller à Bain-de-Bretagne. Voilà, dans la journée, on a fait 150 km et on a récupéré un chèque et on a fait la moitié de 2 chantiers. Donc, c'est l'organisation là qui va jouer aussi là-dessus. Derrière, il y a le délai de paiement aussi de mon fournisseur. Ça, c'est important. Si vous trouvez à travailler avec un fournisseur, c'est de planter le décor tout de suite. La farine, le meunier, si vous vendez la farine, peut-être qu'au départ il va vous dire je te connais pas, on n'a jamais travaillé ensemble. Au début, le stock, d'accord, tu m'en achètes, mais tu me payes tout de suite. Ce que nous on appelle vulgairement le cul du camion. Ouais, ou la moitié. Donc, ok. Par contre, si ça marche bien, si on continue de travailler ensemble, derrière, quel délai tu me fais? Si tu me fais pas de délai de paiement et que j'ai une autre farine qui me convient, à un moment donné, je vais peut-être te mettre en concurrence aussi. Non mais c'est le jeu. Hein. Vous n'êtes pas là non plus pour faire la trésorerie de vos fournisseurs. Vous devez travailler votre trésorerie par rapport à vos clients. Donc si vous avez des délais de paiement de vos clients qui sont longs, il faut des délais de fournisseurs qui soient longs aussi. Non pas parce que vous jouez avec votre trésorerie, mais parce que vous l'optimisez. Ça, c'est important. Par contre, il y a des saisonnalités qui sont importantes. Je prends l'exemple d'un camping. Un camping, il va avoir un pic d'activité sur 3-4 mois. Je prends l'exemple de Saint-Malo, juin, juillet, août. Donc lui, clairement, il faut qu'il ait toute l'année, et on le voit régulièrement, une activité peut-être à découvert, avec une ligne de découvert qui va être d'un certain montant, voire élevé, mais par contre, avec un pic d'activité qui va rembourser ce découvert autorisé juste sur une période très courte. Donc il va fonctionner, on va dire 9 mois dans l'année, peut-être en solde négatif, mais c'est voulu, c'est autorisé, c'est vu avec la banque, donc c'est naturel, parce que son cycle d'activité fait que de toute façon, il doit payer lui des salariés toute l'année pour entretenir son parc de mobil-home, les espaces verts, et par contre, quand les vacanciers arrivent, ou quelques mois avant, il va commencer à encaisser. Donc ça, c'est normal. D'accord. Je peux même vous donner un autre exemple. Moi, j'ai travaillé avec des serristes. Les serristes qui faisaient de la tomate, à un moment donné, eux, ils ont besoin d'acheter du gaz. Moi, j'ai vu avoir des comptes bancaires à moins 150 000 euros. Alors, ça peut faire peur, mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils vont acheter le gaz en une fois auprès d'un fournisseur qui va leur vendre sur un marché un peu boursier ce gaz. Et donc, ils vont devoir décaisser très fortement à un moment donné. Mais par contre, le compte, alors, il va être... La banque le sait, pour elle, elle a l'habitude de travailler comme ça. C'est pas du tout grave en soi. Elle va être capable de mettre une ligne de découvert autorisée à moins 150 000 euros, mais 6 mois après, le compte, il a plus 700 000. Vous voyez? Donc, il faut anticiper avec vos partenaires que sont les banques votre cycle de trésorerie. Il faut le connaître au moment du prévisionnel à peu près bien pour que vous puissiez l'expliquer et leur dire, moi, je viens vous voir aujourd'hui, j'ai besoin
d'un découvert ou que vous me fassiez une facilité de paiement par rapport à mon cycle d'activité qui peut être saisonnier. Et je pense que plus vous allez aller vers eux en leur expliquant les choses, plus ils vont comprendre votre activité et vous n'allez pas arriver après avec un besoin où là ils vont vous dire ouais mais c'est un peu tendu quand même de vous mettre un découvert autorisé maintenant. Donc ça, la trésorerie, vous avez des banques aujourd'hui ici qui sont présentes, vous pouvez leur parler de courbe de compte, c'est des choses qu'ils connaissent. La courbe de compte, c'est très important, ça vous permet d'avoir votre solde moyen. Par contre, il y a des pics en négatif et des pics en positif. Et donc ça permet de vous accompagner, eux en vous appelant et vous en étant proactif et en les contactant, en disant demain j'ai un gros prélèvement, j'ai besoin de sur quelques jours un peu de trésorerie et j'ai ça qui rentre. Et de leur faire un petit plan de trésorerie sur la fin du mois. Quand vous aurez présenté ça, vous verrez que vous travaillerez très bien avec vos banques et que vous les verrez vraiment comme des partenaires parce qu'ils sont très importants dans votre relation. D'accord ? Voilà, on en arrive au bout de la présentation. J'espère que ça vous a parlé, ce que j'ai dit aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je suis preneur. Donc je vous écoute, il nous reste 5 minutes. Oui ? Ouais ? Si j'ai des noms de devis, ouais, pardon, des outils de création de devis, ouais, il y en a plein, il y en a en ligne. Alors il y en a un qui est très connu, c'est Henri, qui vous permet de fabriquer un devis à partir d'une trame qui existe déjà, donc qui est normée en lien avec la réglementation, parce que la réglementation a beaucoup évolué. Vous avez des mentions obligatoires. Donc vous l'apprendrez, vous devez avoir votre capital social, votre siège social, votre SIRET, la forme de la société, est-ce que c'est une SARL, une SAS. Alors très important, si certains d'entre vous souhaitent s'installer en entreprise individuelle, ça existe encore et ça a parfois beaucoup d'intérêt, vous devez avoir cette mention obligatoire sur votre devis. Entreprise individuelle ou à minima EI, c'est une obligation. Un micro-entrepreneur est une entreprise individuelle. Donc il doit avoir EI de mentionner sur son devis. C'est obligatoire depuis 2023. D'accord ? Et après, comme je vous le disais, l'outil de facture ou de devis, il est important parce que on n'a pas le droit de modifier un numéro de facture. Si vous faites une facture à un client et que vous vous trompez, vous pouvez pas la modifier. C'est fini le bouge pas, je te la renvoie. Non, ça c'est interdit. Aujourd'hui, faites un acompte, un avoir avec un nouveau numéro. Mais vous n'avez pas le droit de modifier une facture. Ça c'est important de vous mettre tout de suite dans la norme pour être carré auprès de vos clients, vos fournisseurs vis-à-vis de vous. Voilà, c'est important que vous puissiez travailler avec des devis qui sont vraiment paramétrés. Il y a des outils qui, par secteur d'activité, je prends l'exemple de monsieur qui est dans le BTP, on voit Toltec, nous par exemple, assez souvent. Il y a Batapli aussi, qui sont des outils qui vont donner certains ratios d'activité par secteur, quelle est la marge dans la profession, ou combien je dois acheter mon matériel, ou j'ai même vu dernièrement avec un plaquiste quel était le taux horaire sur sa zone d'activité, notamment sur la Baule, qui était plus élevé que sur le bassin de Redon. Donc c'est intéressant parce qu'il peut vendre plus cher ses prestations à la Baule qu'à Redon. Ça semble logique, mais on n'y pense pas forcément. Hein. Donc voilà, donc les outils de devis, il y en a, il en existe, c'est important d'en avoir un aujourd'hui, parce que de toute façon vous pourrez pas y couper, c'est obligatoire. Et de la même manière, moi j'ai vu des commerçants, notamment ambulants, s'installer, vous savez, avec la petite caisse métallique et faire que des échanges d'espèces. Attention à ça, parce que c'est pas forcément, même si ça n'a pas de coût, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de suivi derrière. Donc c'est important que vous puissiez avoir ne serait-ce que quelques petites données de chiffre d'affaires de la journée, panier moyen, nombre de clients. Ça suffit. Oui. Ouais. Pour les banques ? Alors si tu as un besoin de financement, oui. Mais si tu n'as pas besoin de financement, peut-être que non. Mais c'est bien d'en faire un, ne serait-ce que pour toi, savoir où tu vas. Ouais, prévisionnel, faut le faire. Après, souvent les banques vous demandent un prévisionnel qui est attesté par un cabinet d'expertise comptable ou à minima par des structures d'accompagnement comme la BGE par exemple, qui vont vous permettre d'avoir certaines données statistiques dans votre secteur d'activité, d'avoir pu faire des comparaisons. Je parlais tout à l'heure de production par salarié, par ETP. Bon des fois quand on voit un restaurant 130 000 € de chiffre d'affaires, on voit 2,3 postes. Ça, c'est le nombre de personnes qu'il faut pour générer ce chiffre d'affaires. Donc, ça permet de se dire, oui, ok, lui, il va bosser. Si par exemple, toi, tu bosses tout seul, tu ouvres un resto, si la banque te dit, mais moi, il faut 2 personnes pour générer le chiffre d'affaires, ils vont se dire que là, tu t'es planté. Toi, tu as mal analysé le chiffre d'affaires, tu n'auras pas cette capacité de production. Donc, c'est important que le prévisionnel, tu l'aies fait, ne serait-ce que pour toi, savoir où tu vas.
quelle est ta marge de la profession, voilà, c'est moi encore une fois les prévisionnels je les fais avec le porteur de projet. C'est une volonté de ma part parce que je veux qu'ils comprennent, même si je l'accompagne en banque après, je veux qu'ils comprennent comment ils composent ce chiffre d'affaires. Par contre, je vais vous rassurer tout de suite, il y a aucune activité sur une première année d'exercice qui est semblable à un prévisionnel. Vous n'aurez jamais la photographie de votre prévisionnel, ni sur la marge, ni sur la volumétrie d'activité. Et je dirais même que c'est la force du chef d'entreprise d'être capable de s'adapter. Hein, si on devait faire une conclusion, parce que là on a terminé, c'est d'être capable de se dire ok, je pensais que ça allait marcher, ça marche pas. Par exemple, vous monsieur, vous faites des gâteaux d'anniversaire, vous pensiez que ça allait marcher, mais en fait c'est un peu cher, les gens ils sont pas forcément ils ont pas forcément adhéré à votre idée. Par contre, on vous demande, j'en sais rien, des ateliers de viennoiserie pour les enfants et des goûters d'anniversaire parce qu'ils veulent faire des ateliers et vous vous rendez compte que ça cartonne. Bah là, faut pas hésiter, hein. Faut savoir s'adapter en fait. Je pense que c'est ça. Si on devait résumer, un chef d'entreprise il est capable de s'adapter dans ce qui marche pas, parce qu'il a observé justement, et pas foncer tête baissée. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas parce qu'ils pensaient tout simplement que le panier moyen peut-être qu'ils avaient avec des clients sur une activité identique était pas le même? C'était quelle activité? Vente en ligne. De quoi? Ouais, alors c'est vrai que c'est quand même assez spécifique et puis il existe sur le marché une concurrence des pays asiatiques, des produits allemands. C'est pas évident. Alors après, ça peut être juste un parti pris ou un choix du conseiller de se dire je maîtrise pas l'activité, donc je vais pas y aller. D'accord. Ok. Et ils ont refusé quand même. C'en est un, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul, parce qu'un panier moyen, on pourrait parler très longuement. La moyenne et la médiane. Donc le panier moyen, c'est la moyenne entre du plus et du moins. Mais vous pouvez avoir beaucoup de clients à qui vous vendez moins. Il y a un gros client à qui vous vendez plus, qui va réguler votre panier moyen. Du coup, c'est une donnée qui est pas c'est pas la seule donnée qu'on doit observer. Donc c'est bien pour ça que dans un prévisionnel, il y a une partie présentation, une partie besoin et une partie étude-analyse de 3 cycles de 3 exercices, 3 années d'activité. Ouais. On pourra en parler longuement, hein, mais je vais être obligé de laisser le micro parce qu'il y a d'autres conférences juste après. Donc j'espère que voilà, ça a répondu à vos questions et vos attentes. Je reste disponible dans le coin si vous voulez. Merci. Voilà, et puis vous pouvez me poser vos questions.